5 questions à te poser pour préparer ton accouchement. C'est le sujet du jour. Bonjour Caroline. Bonjour Marie-Hélène. Tu lances la première ou j'y vais? Allez, c'est parti. Donc, on a vraiment sélectionné voilà, des questions vraiment à vous poser pour réfléchir à votre préparation et que vous puissiez choisir et faire des choix conscients, surtout. C'est ce qui nous tient toujours à cœur. Donc, première question, quels sont mes besoins essentiels pour le jour J? Elle n'est pas forcément évidente cette question parce que si, par exemple, c'est notre premier bébé, par exemple, peut-être qu'on ne sait pas en fait de quoi on va avoir besoin le jour J. Donc c'est vraiment quelque chose à travailler en amont et pas à se dire, encore une fois, au moment de l'accouchement, ah ben en fait j'aurais peut-être voulu faire ça. Non, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Et l'un des maîtres mots que moi j'ai envie de mettre en avant, c'est qu'est-ce qui pour toi va te permettre de te sentir en sécurité. Puisque le jour J, l'un des premiers critères à respecter, ça va être ça, de te sentir bien, de te sentir à l'aise, de te sentir en sécurité. On l'a déjà dit, accoucher, c'est comme si tu avais besoin d'avoir un orgasme. Est-ce que tu vas être bien si tu as plein de lumière, s'il y a plein de gens qui rentrent? Donc c'est avoir cette réflexion-là de qu'est-ce qui fait que je me sens en sécurité. Est-ce que je serai en sécurité si je suis chez moi, si j'accouche toute seule à la maison? Est-ce que je serai en sécurité si je suis dans une matière de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3? Et puis, de quelle ambiance je vais avoir besoin, quel type de soutien je vais avoir envie qu'on m'apporte. Donc, pour moi, réfléchir à mes besoins essentiels le jour J, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va me permettre de me sentir en sécurité? C'est en tout cas moi ce que j'apporte comme réponse à cette question. La sécurité, ouais, c'est vraiment hyper important. C'est vraiment des bonnes questions, là, des questions très importantes là, qu'on vous partage aujourd'hui. On peut, parce qu'a priori, comme ça, on se dit non, oui, non, mais non. Ça, c'est hyper important. La sécurité, c'est un des premiers critères pour que la naissance se passe bien, parce que le corps, lui, il n'est pas fou. Il sait très bien que s'il se sent pas en sécurité, il va pas faire ce qu'il faut. Donc, ouais, vraiment, c'est la première des choses. Et moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que on n'écoute pas assez ses besoins de sécurité. Et c'est ça qui fait que les futures mamans aussi se mettent dans le rouge et dans des situations qui sont difficiles à vivre pour elles. C'est de ne pas être à l'écoute de soi, de ne pas être à l'écoute de ses besoins. Et donc, du coup, ben, voilà, on n'est pas dans les meilleures conditions pour vivre cette naissance. Et puis, on est dans croire qu'il faut que ça se passe comme ça. Et donc, on fait pour faire plaisir et on ne s'écoute pas. Et on n'est pas à l'écoute de nous. Euh, j'ai envie de partager un exemple pour que vous vous rendiez compte, mais on peut avoir envie d'avoir un drap sur ses jambes, par exemple. Voilà, pour protéger notre intimité, c'est un simple exemple, mais je trouve qu'il est vraiment parlant. Combien de femmes font ça? Et combien de femmes auraient envie qu'on leur propose? Et donc, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut arrêter d'attendre qu'on nous propose les choses. Prendre les Parce devants. qu'on ne vous les proposera pas, parce qu'on ne peut pas deviner ce dont vous avez besoin. Et Hmm. donc, ouais, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire sur ça pour rebondir sur la sécurité et pour terminer. Et après, je m'arrête. Euh, pour moi, ouais, se demander quels sont ses besoins, c'est avoir pour idée directrice, en fait, que se sentir bien, et là, c'est propre à chacun, c'est garder ça en tête. Je vais avoir besoin de me sentir bien. Donc, faites tout ce que vous voulez pour vous sentir bien. Si vous avez envie de vous amener votre doudou, vous amenez votre doudou. Non, mais voilà, c'est vraiment ça. La sécurité et ouais, se sentir bien, ça va avec, hein, mais c'est ce qu'il faut garder en tête. Hmm. Et puis, C'est ce que j'ai envie de dire. ce que tu disais, c'est que c'est propre à chacun et du coup, ne pas s'imaginer que tout le monde a la même représentation de la sécurité. Même déjà au sein du couple, peut-être qu'on n'est pas raccord et que c'est important de se le dire parce que on a tendance, enfin moi la première, à me faire un monde dans ma tête en me disant non mais tout le monde voit ce qu'il y a dans ma tête. Tout le monde pense de la même façon, alors que non.
Et là, la sécurité, bah, ça fait partie de ça. Il y a peut-être des femmes qui auront besoin, je sais pas, donc toi, tu donnais l'exemple du drap. Il y a des femmes qui sont très sensibles aux odeurs et qui risquent d'être perturbées par les odeurs d'une maternité, donc ont besoin d'un petit flacon d'huile essentielle ou d'une écharpe avec leur parfum. Enfin, vraiment, chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Et arrêtez de dire que tout le monde voit ce qui se passe dans notre tête. Ça serait le bazar d'ailleurs. Eh oui, c'est sûr. C'est clair. Donc, deuxième question très importante aussi à se poser pour être prête le jour J. Comment gérer mes peurs et mes doutes? Parce que soit dit en passant, des peurs et des doutes, on en a toutes quand il est question d'accouchement. Donc, qu'est-ce que je fais, encore une fois, pour que le jour J, je puisse arriver à l'accouchement sans être complètement envahie et tétanisée par mes peurs, toujours avec dans l'objectif de pouvoir être à l'aise et détendue pour accoucher de manière optimale. Donc, qu'est-ce que tu ferais toi, Marie-Hélène, pour gérer tes peurs? Alors, les peurs et les doutes. Pour moi, et on en a parlé en off avant, je trouve que la connaissance est indispensable parce qu'en fait, si on n'est pas informé, on aura du mal à pouvoir aller au bout de ses convictions et on aura toujours le doute. Et je trouve que déjà, c'est pas facile, même quand on est informé, c'est pas toujours facile de pouvoir aller au bout de nos envies. C'est pour ça que je trouve qu'être informé et connaître, entre guillemets, un petit peu les pièges euh, qui, qui jalonnent la grossesse et le moment de l'enfantement aussi, parce qu'on est dans une société où on prône la naissance médicalisée. Ça serait pas du tout la même chose si on était dans l'accompagnement de la physiologie en grande majorité. Et donc, c'est vrai que, ouais, il faut avoir quand même de bonnes connaissances, je pense, pour savoir, enfin, pour suivre, en fait, quelque part ses envies, ses intuitions. Parce que ça, en général, on l'a, mais on doute. Et ça, c'est valable dans tous nos domaines de vie. C'est vraiment pas valable que pour la naissance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, important à mettre en place dans sa vie et à, et à favoriser et à oser suivre, en fait. Donc, ouais, ça, c'est plutôt les doutes, mais les peurs, enfin, finalement, ça va avec. Les peurs, les doutes, c'est un peu... Oui, c'est forcément relié. Ouais. Moi, ce que je dirais pour travailler sur les peurs et les doutes, ça va être de venir nourrir la confiance en soi. Parce qu'on a d'un côté, effectivement, ce besoin d'information, de connaissances, et ce dont on a longuement échangé en off, c'est ce côté confiance aussi, de pouvoir s'affirmer et dire, bah là, non, en fait, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Retrouver cette confiance extraordinaire qu'on peut avoir aussi en notre corps et en nos compétences. On n'est plus des petites filles qu'on doit prendre par la main en lui disant, bah tiens, fais ci, fais ça. Ton corps, il sait faire. Et si encore une fois, tu as accès à un minimum de connaissances sur la physiologie, tu vas instinctivement comprendre ce que tu as besoin de faire. Tu vas instinctivement te dire, bah, ça me paraît logique que si je suis allongée comme ça, bah, bébé, il va avoir du mal à sortir. Alors que si je me relève, ah, bah, du coup, tout de suite, c'est plus simple. Ça peut paraître un exemple anodin, mais ouais, c'est vraiment quelque chose que je voudrais travailler avec les femmes et aussi pour moi, hein, parce que je serai en chemin en permanence. Et dire que on a confiance en soi une fois pour toutes et se dire ça y est, c'est bon, c'est acquis, je pense pas. J'ai déjà beaucoup travaillé, mais il me reste encore des petits points à les soulever. Et je pense que c'est vraiment une clé pour le jour de l'accouchement, de se faire confiance et de pouvoir voilà se positionner. Et positionner dans tous les sens du terme, hein. Positionner en tant que parole et positionner physiquement aussi. Moi, je joue grandement sur ce côté confiance aussi. Oui, parce que l'information, sans oser s'affirmer, elle sert à rien. Elle reste théorique. Donc, si on veut que ça se réalise, c'est-à-dire que nos Hmm. connaissances servent, bah, il faut oser s'affirmer. Donc, c'est vraiment complémentaire. Ça serait même encore plus frustrant de se dire j'ai cette information-là en tête, je sais que ce qu'on me propose, c'est pas bon parce qu'après il va en découler ça, ça et ça, mais j'ose pas l'ouvrir.
Et là, je pense que c'est même encore pire parce que du coup, tu rentres dans un cercle vicieux de ah putain, j'ai pas réussi. Ouais, les deux sont vraiment liés à mon sens. Et pour moi, on en est là aujourd'hui dans le monde des naissances parce que contrairement à il y a quelques années en arrière, on n'avait pas accès à l'information comme aujourd'hui. Donc maintenant, on a accès à l'information et pour autant, c'est compliqué parce qu'il manque cette affirmation de soi et cette confiance en soi. Donc Hmm. je pense que c'est ouais, vraiment important à aller travailler. Et comme tu disais, le chemin, enfin, c'est jamais fini. C'est un travail de toute une vie. Et quand on ose s'affirmer, quand on est une jeune maman, euh, moi, je trouve que une bonne base pour après se servir de ça pour reconstruire toute sa vie de femme après, dans tous les domaines. Donc, Hmm. ouais, c'est chouette. Je ne rebondis pas, sinon ça va aller trop loin. Mais ça peut être un bon modèle du coup pour ses enfants de montrer que tu as confiance en soi et qu'en plus tu peux. Aussi. Alors, question 3. Quelle place donner à mon partenaire? Celle-ci, je l'aime beaucoup cette question parce que on en a déjà parlé, je crois. Aujourd'hui, on imagine, encore une fois, quelque chose qu'on a dans la tête, que le partenaire, il se doit d'être là. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il se doit d'être avec la maman. Il doit être super efficace. Mais on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Il y a peut-être des mamans qui, au final, même si elles se sont dit, bah tiens, oui, je veux qu'il soit là, au moment de l'accouchement, elles ont qu'une envie, c'est qu'on leur foute la paix et d'être toutes seules. Et de l'autre côté, peut-être que le papa, alors je dis le papa, hein, je fais des raccourcis, peut-être qu'il n'a pas forcément envie d'être là. Peut-être que c'est quelque chose que lui, il n'a pas travaillé ou quelque chose qui lui fait peur. Peut-être qu'il va se sentir démuni et dans son idée, c'est ben, j'y vais parce que chérie, elle veut que je sois là, mais je suis pas forcément OK avec cette situation. Donc, encore une question à se poser. Quelle place je veux? Qu'est-ce que j'attends de mon partenaire le jour J? Ouais, moi j'ai envie de dire que, parce que c'est vraiment mon expérience, mais j'entends que ce soit pas forcément la vision, la même vision pour tout le monde, c'est que moi j'ai envie de vous dire la place du partenaire au moment de la naissance, pour moi, c'est la place que j'ai envie ou que j'avais envie que le père de mes enfants prenne dans leur vie d'après, on va dire, quelque part, et dans notre vie à nous aussi. Euh, Même si, voilà, le jour de la naissance, c'était pas tout à fait la manière, enfin, j'ai pas communiqué tout à fait avec lui de la manière dont des fois j'aimerais, voilà, de manière douce et tout. C'est vrai que quand on est dans, dans la gestion des contractions, euh, on n'est pas dans notre état normal. Donc, je trouve que c'est bien de pouvoir se laisser la possibilité d'avoir une vision à la base et de s'ouvrir au fait que ça peut changer. Et de pouvoir en communiquer, en fait, de pouvoir en parler en couple pour que le papa aussi, il soit pas surpris Hmm. par le comportement de la maman. Parce que on n'est pas habitué à se voir dans des états pareils, et puis des fois peut-être ça sera pas le cas. Euh, mais c'est vrai que, enfin voilà, moi je me rappelle bien que mon mari il me tenait il me tenait le masque, il s'en prenait un coup pour lui, il m'en donnait un coup pour moi, et quand il n'était pas assez rapide, je faisais comme ça. Je pouvais même pas parler tellement c'était, enfin je pouvais pas parler, enfin parce que c'était vraiment à la fin là, je parle vraiment au moment de la naissance, donc c'était vraiment la fin, les dernières contractions à gérer. Mais voilà, moi en tout cas, mon retour, c'est que j'avais envie qu'il soit là, j'avais envie qu'il prenne sa place de père parce que je trouve que les papas ont leur rôle à jouer, mais bien sûr, il faut que ça soit voulu par les deux partenaires parce que sinon c'est contre-productif. Hmm. Mais ouais, je trouve que les papas, en tout cas, ont leur place à prendre dès leur grossesse. Dès la grossesse, pas la leur, mais celle de leur conjoint. Euh, S'ils en ont envie et si on leur laisse la prendre aussi. Parce que ils peuvent penser à la base que non, ça c'est un truc ça se passe pas dans mon ventre, ça se passe dans le ventre de ma conjointe, donc je peux rien faire. Il y a des choses à faire. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, c'est chouette de voir qu'il y a de plus en plus.
de formations qui sont accessibles aussi justement pour les partenaires, parce que c'est pareil, tout comme une femme, à mon sens, n'a pas à aller à l'accouchement sans aucune préparation. Le partenaire, c'est pareil, il a des choses à savoir et pour qu'il ne subisse pas, parce que lui aussi, il peut très bien vivre. Enfin, moi, c'est typique, tu vois, je suis l'exemple typique. Mon premier accouchement, j'avais oublié la tablette avec notre playlist dans la voiture. Mon conjoint qui me dit, ah, je vais aller la chercher. Je l'ai attrapé par le col. Je lui ai dit, mais tu restes là. En fait, il a pas pu sortir de la salle jusqu'à ce que mon bébé arrive, en fait. Et je pensais pas, hein, je m'étais pas imaginé ça. Mais à contrario, donc pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie. Oui, ça a été intense et machin, mais quand j'en parle avec lui, pour lui, ça a été horrible. Et il n'a pas envie de recommencer ça. Bon, il y a le deuxième, mais pour lui, ses souvenirs d'accouchement, c'est vraiment quelque chose qu'il n'a pas apprécié, de se sentir démuni. Et du coup, voilà, pour éviter ça, éviter de se sentir démuni, parce que il y a plein de choses à faire pour le partenaire. Il a plein de possibilités pour nous accompagner, pour nous soutenir. Et donc maintenant, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on accompagne aussi les partenaires pour qu'ils trouvent leur place et leur rôle au top. Ouais, merci beaucoup. C'est vraiment ouais, un beau partage, mais j'ai envie vraiment de dire que voilà, personne pourra vous dire qu'est-ce que vous voulez vous. C'est vraiment revenir à soi. Vous pouvez voilà, être accompagné pour vous donner des pistes, mais c'est avant tout quelque chose qui se passe en couple et c'est vraiment voilà, je vous invite vraiment à la communication entre vous et à parler de vos besoins, de vos envies. On en revient toujours à la même chose. La quatrième question, elle va te plaire. Suis-je bien informée de mes droits et options? Celle-ci, c'est une question capitale et je sais que tu as plein de choses à dire. On a parlé pendant 2 heures sur ce thème-là quasiment. Ouais, je commence. Ah, vas-y, vas-y. Bon, allez, c'est parti, je vais essayer de faire court. Je trouve que ça, c'est vraiment déterminant et c'est ce qui nous amène aussi droit vers une naissance dans laquelle on ne se sent pas forcément respecté, entendu, écouté. Et ça se joue tout au long de la grossesse, ça. Est-ce que je suis bien informée? Il ne faut pas s'attendre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas s'attendre d'un professionnel de santé qui vous accompagne de manière libre et éclairée, c'est-à-dire en vous informant des tenants, des aboutissants, des bénéfices, des risques, au moment de la naissance vraiment de votre enfance, parce que y a quand même des enjeux où ils doivent quand même être très concentrés sur la moindre pathologie qui peut arriver, parce que enfin, moi j'aime quand même dire que la naissance, ça reste imprévisible jusqu'au bout. Donc, et je trouve que c'est chouette de pouvoir être accompagné par des professionnels. Pour le coup, on a cette chance en France d'être accompagné médicalement par de bons professionnels. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même une surmédicalisation inutile que je souhaite quand même souligner. Donc, en fait, voilà, je reviens à mes moutons. Penser qu'on sera bien accompagné dans les choix, les options, les droits, dans un moment si particulier qu'est la naissance, quand on ne l'est pas pendant la grossesse, je trouve que c'est complètement illusoire parce que s'ils n'ont pas le temps au moment d'une consultation, ils n'auront pas le temps non plus au moment de la naissance parce que déjà, il peut y avoir plein de naissances en même temps, il peut y avoir un manque de personnel, enfin, il peut y avoir plein de choses. Si quand on est posé, on est censé avoir le temps, on ne prend pas le temps d'informer les mamans, moi, je trouve que c'est compliqué d'avoir cette chose-là au moment de la naissance. Donc, c'est pour ça qu'on peut agir dès la grossesse. Et puis, on revient aussi sur ce côté, l'équipe médicale, elle voit les choses par son prisme, par ses lunettes de la pathologie. Parce que leur cerveau, il est modelé à ça, ils voient que ça à longueur de journée. Donc, ils en oublient le côté physiologique, en fait. Et c'est ça qui est important de remettre un petit peu en place, c'est qu'aujourd'hui, on fait plein de choses, mais est-ce que réellement on a les tenants et les aboutissants de tout? Chaque acte médical, il a des répercussions, faut pas l'oublier. Il y a jamais rien
d'anodin jusqu'au toucher vaginal, tout simplement. Est-ce que oui ou non je l'accepte? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me le fait? Et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Enfin, c'est cette démarche-là qui est intéressante à connaître, puisque, comme on disait tout à l'heure, si j'ai pas l'information, si je sais pas, si j'ai pas les choix, je peux pas vraiment décider. Et Mm. aujourd'hui, on a quand même cette facilité d'accès à l'information. Donc, je sais que ça plaît pas forcément à toutes les équipes médicales, et je suis désolée, mais on essaie d'apprendre aux femmes justement ce côté de responsabilisation. Donc, c'est Mhm. pas toujours bien perçu, mais encore une fois, ils ont pas le temps de t'expliquer en long, en large et en travers forcément tout, parce que il y a ce côté aussi, l'hôpital, bah, ça reste de la rentabilité, il faut que ça tourne, donc je comprends qu'on puisse nous répondre, je n'ai pas le temps. Mais c'est pas parce que à un moment on te dit je n'ai pas le temps de répondre que toi déjà tu peux pas peut-être insister juste 2 ou 3 minutes pour avoir une info, et que si tu n'as pas cette info, tu peux aussi aller la chercher. Et on a aussi des droits. Il y a un truc qu'il faut quand même rappeler, c'est le consentement libre et éclairé, qu'on peut retirer à tout moment, entre autres. Donc Mm. voilà, c'est des choses qui sont bonnes à rappeler. On a accès aux informations, on a des droits, et c'est bon de les faire valoir aussi le jour de l'accouchement. On a fait court, hein? Oh là là, on s'améliore. Donc, cinquième question, ai-je préparé un plan de naissance? Le fameux plan de naissance. Est-ce que je l'ai préparé? Est-ce que j'ai vraiment posé les choses? Donc, dans mon idée à moi, le projet de naissance, c'est pas ce document plein de jolies petites fleurs que tu vas donner à la maternité le jour J, avec une liste d'injonctions de je veux pas de césarienne, je veux pas de forceps, je veux pas de ceci, je veux pas de cela. On se doute d'une manière générale qu'on n'a pas envie de tout ça. On s'en doute bien, et on n'a pas envie de les faire de gaieté de plaisir, de gaieté de cœur. Mais c'est pas, voilà, c'est pas qu'une suite d'injonctions en plus qui pourrait froisser aussi l'équipe médicale. Le projet de naissance de mon idée, c'est quelque chose qui va te permettre, toi, de réfléchir. Qu'est-ce que je veux, dans quelles conditions? Et en fait, le découlé de toutes les questions qu'on vient de te poser, en fait. C'est ça, c'est vraiment un outil de réflexion, et après pouvoir discuter avec l'équipe médicale. Et c'est ça aussi qui va te servir de support peut-être pour préparer les questions. Bah tiens, là en fait, j'ai pas envie de péridurale, et puis discuter qu'est-ce que c'est une péridurale et pourquoi et ceci. Bah voilà, pour moi, c'est un support pour toi de réflexion Mm. et de communication avec l'équipe. Mais pas, tiens, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux ça, je veux ça. Ouais, merci d'être parti sur ça parce que c'est exactement ça. Et la plupart des futures mamans arrivent avec leur plan de naissance, justement, leur projet de naissance, comme des injonctions et à se dire, voilà, j'espère que vous allez pouvoir bien le respecter. Alors, c'est pas marrant, mais malheureusement, c'est ce qu'on voit la plupart du temps et c'est ce qui fait que ça marche pas non plus parce que euh, ils feront ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et ils vont pas faire en fonction du plan de naissance de Madame X, parce que quand on a des protocoles Y, dans tous les cas, ça rentrera pas. Donc, pour moi, un vrai plan de naissance, un vrai projet de naissance, c'est exactement ce que tu as dit. C'est vraiment pour soi, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on veut soi. Et c'est surtout une préparation en amont pour décider du lieu que l'on veut dans lequel on veut enfanter et de choisir aussi des équipes qui vont aller dans notre sens. Parce que aller avec un projet de naissance physiologique dans un établissement qui n'accompagne pas du tout les naissances physiologiques, enfin, c'est peine perdue. C'est vraiment ressortir de votre accouchement déçu ou alors
il y a cette possibilité-là aussi, c'est d'avoir la chance d'arriver juste au dernier moment, par exemple. Voilà, on peut, avec de la chance, ça peut marcher. Mais voilà, c'est de la chance. Ça dépend ce qu'on veut. Si on veut compter sur la chance, on a le droit de compter sur la chance. Mais voilà, concrètement, un plan de naissance, c'est vraiment se renseigner et c'est pas juste est-ce que vous accompagnez les naissances physiologiques parce que tout le monde va vous répondre oui. Ils vont tous vous répondre oui. C'est demander les bonnes informations, c'est-à-dire combien vous avez de naissances physiologiques, combien vous avez de taux de césarienne, combien vous avez de taux de péridurale, combien vous avez de taux d'épisiotomie. Parce que tout ça, c'est pas lié aux femmes qui viennent enfanter dans ce lieu. C'est lié au protocole et aux pratiques des soignants. Donc voilà, pour moi, le plan de naissance, c'est ça. Il y a de quoi faire. Oui. Et encore une fois, quand tu dis demander comment ils accompagnent la naissance physiologique, trois quarts des maternités vont vous dire oui, on a une salle physiologique. Mais en fait, quand tu commences à comprendre un peu ce que c'est vraiment la physiologie, de quoi tu as besoin, et que tu vas visiter une salle, même dite physiologique, tu te rends compte qu'en fait, c'est encore pas ça. Puisque dans ta salle physiologique, tu vas retrouver toujours le même lit sur lequel tu vas avoir envie de t'allonger. Et déjà, rien que là, à la base, c'est pas ça. Donc vraiment creuser, qu'est-ce que c'est pour toi un accouchement naturel, un accouchement physiologique, tu l'appelles comme tu veux, tu y mets tes conditions, et qu'est-ce qui est proposé à la mater. Sachant que ce qui est aussi important de préparer, c'est que selon où tu habites, je parle en connaissance de cause, t'as pas forcément différents choix. Dans mon département, j'ai qu'une seule maternité, donc autant être au clair avec ce qui sera proposé en te disant, ok, leur salle physiologique, elle est comme ça, par exemple, bah, je peux pas compter sur une barre ou une sangle pour être verticalisée. Comment je peux pallier à ça? C'est vraiment tous ces petits détails qui vont faire la différence. Parce que te dire, oui, on a une salle physiologique, tous, ils vont te le dire, mais qu'est-ce qu'il y a comme matériel vraiment à la base dedans pour que dans ton projet, tu puisses réfléchir aussi à ton plan B. Si j'ai pas ça, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, ça c'est vraiment important. Et puis, est-ce que c'est une question à laquelle, enfin, dont je connais la réponse, mais est-ce que je vais être sûre d'avoir accès à la salle de physio? Parce que s'il y a plusieurs mamans qui la veulent et qu'il n'y en a qu'une, ou même qu'il y en a deux et qu'il y a quatre mamans, enfin, peu importe, comment je fais et puis comment je me prépare? Parce que c'est bien de compter sur la salle physio, mais si j'y ai pas accès, alors on peut ne pas y avoir accès pour cette raison-là, c'est-à-dire il y a trop de demandes, ou alors ils peuvent décider d'un coup ne pas donner accès pour n'importe quelle raison. Ils auront trouvé qui interdit l'accès à la salle physio. Et au hasard, un diabète gestationnel, un déclenchement, un je sais pas quoi, ils vont trouver des choses. En fait, et ça c'est important, à quelles conditions je peux avoir accès à la salle physiologique? Est-ce qu'il y a des conditions pour y avoir accès? On peut t'interdire par exemple de prendre un bain parce que tu as la poche des os qui a fissuré. Si toi tu as tout misé sur ton bain, comment tu fais le jour de la naissance où il y a des imprévus? Donc, ouais, tout ça, c'est énorme. On ne peut pas en parler en 5 minutes, mais il y a tellement à faire derrière tout ça. Et ouais, toujours avoir un plan B. Vraiment, c'est exactement ce que tu disais. Et si ils n'ont pas ce qu'il faut à la maternité et que toi, tu tiens à quelque chose, essaye de l'amener, essaye de le trouver d'occasion, de le trouver par d'autres mamans qui ont déjà... voilà, il y a des fois des choses qui sont pas chères non plus et qui peuvent être déterminantes pour, on va boucler la boucle, pour se sentir en sécurité et se sentir bien, parce que c'est vraiment, c'est ce qui est le plus important en fait. Oui. Et quand on discute de ça, on se rend compte qu'effectivement, l'une des peurs des mamans, c'est la gestion de la douleur et qu'en fait, effectivement, il y a tellement de choses autour qui fait que la gestion de la douleur, c'est les doigts dans le nez, en fait. Une fois qu'on a tout préparé en amont. Ouais. Oui, parce que c'est la dernière chose, c'est vraiment le jour de la naissance, il n'y a que ça. Il faut être focus sur ça. Mais pour ça, il faut que tout le reste ne vienne pas parasiter ça, en fait. Je trouve que c'est vraiment ça, ouais. Merci beaucoup.
À très C'était bientôt. très riche encore. Merci, à très bientôt. Portez-vous bien et on continue nos petites séances de papotage. Bye bye. Oui, et puis je rajoute juste avant de nous quitter, voilà, si vous avez envie de travailler tout ça avec nous, bah, bien sûr, on est disponible. Mais bien Donc, sûr, mais pourquoi je l'ai pas dit? Bravo Marie-Hélène. On est vous avez toutes les références. À très vite. là. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.